On va quitter la Terre, enfin on va s'éloigner encore un peu plus pour arriver sur la Lune. Puisqu'en fait, on part à la découverte d'un projet assez extraordinaire, un projet d'éclosion lunaire. Alors, Cyril Prisvilla, bonjour. Bonjour. Je vous laisse tout de suite nous présenter ce projet fascinant. C'est à vous. Jingle. Alors, des poissons sur la Lune, je suis convaincu que ce sujet vous intrigue. C'est peut-être aussi un titre pour Jules Verne ou pour Hergé. C'est de ce projet-là dont je vais vous parler. Alors, avant de commencer ma présentation, je vais vous raconter ce que je fais sur Terre. Mon boulot sur Terre, c'est de créer des systèmes de poissons, d'élevage de poissons, en milieu complètement clos. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour économiser de l'eau. Vous savez que l'eau, c'est le prochain challenge de l'humanité. On fait ça aussi pour éviter de mettre des molécules dans l'environnement, préserver la biodiversité et l'environnement. Et enfin, avec ce type de système, on peut produire d'autres organismes que les poissons, comme par exemple les microalgues. Et ces microalgues, on les redonne à manger aux poissons. Alors que se passe-t-il? Il y a 3 ans, l'Agence spatiale européenne lance un fabuleux projet de base lunaire, une base lunaire européenne ouverte à tous, dans laquelle il y aura une centaine de personnes en permanence. Il ne s'agit pas de les laisser quelques heures et repartir comme Apollo 11. Ils vont rester pour un bon moment sur la Lune. Et on ne peut pas imaginer envoyer des fusées pour le repas du midi, des fusées pour le repas du soir, pour ravitailler tout le monde. Donc il faut commencer à réfléchir à l'autonomie alimentaire de cette base. Alors, il y a déjà des laboratoires à travers le monde qui travaillent sur les laitues, sur les végétaux terrestres. Il y a même des expérimentations sur les microalgues dans l'espace. Donc, c'est déjà en cours, c'est très prometteur, mais, parce qu'il y a un mais, il va manquer certains composés, certains nutriments pour l'alimentation humaine, et notamment les protéines animales, les oméga 3, vous avez déjà entendu parler de ça, et puis aussi la vitamine B12 qui est très importante pour les muscles des astronautes. Vous savez que dans l'espace, on a tendance à perdre un peu de musculation. Alors sur Terre, on a une alimentation qui est variée. On peut élever des bœufs, on peut élever des cochons, de la volaille et des poissons. Mais il y a un organisme qui peut apporter tout ça en même temps. Et cet organisme-là, eh bien, c'est le poisson. Alors sur Terre, bien sûr, pour nous, c'est assez facile puisque on peut aller pêcher ces poissons. On fait aussi de l'aquaculture, mais sur la Lune, il y a de l'eau, mais il n'y a pas d'océan. On ne pourra pas utiliser la pêche, donc l'aquaculture spatiale est vraiment la destinée qui peut être intéressante pour l'autonomie alimentaire de la base. Alors pourquoi le poisson, c'est un champion du monde? Le poisson, en fait, consomme très peu d'oxygène comparé à un porc, comparé à un bœuf, comparé à l'homme aussi. Et comme il consomme peu d'oxygène, il produit aussi peu de dioxyde de carbone. Et vous savez, dans un endroit fermé comme une base lunaire, probablement que l'effet des gaz, en fait, la conservation des gaz va être très importante. Donc c'est un champion du monde et c'est un excellent candidat. Ensuite, nous, à l'Ifremer, nous pensons que le premier animal qui va être élevé dans l'espace pour l'autonomie alimentaire, ça va être un animal aquatique et ça pourra être probablement un poisson. Pourquoi? Parce que les organismes aquatiques ont déjà vécu beaucoup de stress. C'est des organismes qui ont 38 millions d'années et ils ont connu beaucoup de stress environnementaux et ils sont probablement très flexibles pour les milieux extrêmes. Alors le projet dont je vais vous parler, c'est le projet Lunarage, qui veut dire en français éclosion lunaire. Et ce projet ambitionne de féconder les œufs à terre, de les mettre dans une fusée, de leur faire les 400 000 km pour aller jusqu'à la Lune et de faire éclore ces œufs sur la Lune. Alors l'avantage du poisson, là vous voyez un extrait d'expérimentation, c'est que dans un petit volume, un volume pas plus grand que ce verre que vous avez peut-être souvent entre les mains, on peut mettre 200 œufs, c'est-à-dire 200 futurs poissons. Donc l'avantage d'envoyer des œufs, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place pour une expédition dans l'espace. Alors il y a bien sûr des problèmes à résoudre, hein. Enfin il y a des challenges à résoudre. C'est quel est le comportement de ces œufs à la vibration d'un tir de fusée? Ça, c'est un sujet. Est-ce qu'on va faire une omelette, par exemple? Est-ce qu'ils vont résister aux vibrations que propose la fusée? Et puis, une fois qu'ils sont dans l'espace, ils passent d'un monde tempéré à un monde probablement plus froid. Quelle est la tolérance à ces variations de température? Ça, c'est le second sujet. Et enfin, il y a un sujet d'importance. Vous savez que le vol vers la Lune, enfin peut-être que vous ne savez pas, le vol vers la Lune, c'est entre 3 jours et 4 jours. C'est pas si loin que ça en définitive. Mais par contre, pendant cette période-là, on est exposé à ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. Et donc, c'est un sujet aussi que nous allons étudier pour sélectionner les espèces.
Alors, je vais vous parler de cette expérimentation plus précisément. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre équipe à l'Ifremer? On a récupéré 4000 œufs, des frères et sœurs, de la même ponte. On a regardé au microscope quels étaient les œufs qui étaient fécondés, et on en a mis 200 dans ce système expérimental. À ma droite, ça va être les œufs qui vont être soumis à la vibration d'une fusée. On a choisi Soyouz parce que c'est un lanceur emblématique et qui fait beaucoup de vibrations. Et puis à ma gauche, il y a le lot des frères et sœurs qui ne seront pas secoués. Une fois soumis à la vibration, on met tout le monde dans des incubateurs et on attend l'éclosion et on regarde si la vibration a eu un impact sur l'éclosion ou non. On fait ce qu'on appelle un taux d'éclosion. Alors quel est l'avenir de cette expérimentation 2021, c'est demain, on envisage de faire une preuve de concept en envoyant ce CubeSat, en l'envoyant autour de la Terre et en filmant l'éclosion des œufs. Mais on a fait une demande aussi d'accès à l'ISS. On aimerait bien aussi que ce CubeSat soit intégré dans un vol de l'ISS. Mais l'ISS et le vol autour de la Terre, ce n'est que 400 km. 400 km d'altitude, c'est très peu en définitive. Le vol vers la Lune, ça va être 400 000 km. Donc on essaie de regarder si on ne peut pas intégrer une sonde autour de la Lune. Alors ce qui est génial dans ce projet, c'est qu'il n'y a pas que des océanographes ou des biologistes marins comme moi qui travaillons. Il y a aussi le CNES qui est partie prenante et le Centre spatial universitaire de Montpellier. Alors nous, les biologistes, on fait quoi? Ce qu'on fait, on sélectionne les espèces qui seront les plus à même de faire ce vol. Et autour du monde, on a recensé 360 espèces aquacoles, dont on connaît très bien le cycle de vie, et on fait des sélections. À ce jour, à l'heure où je vous parle, cette semaine, on en a 20 qui ont été sélectionnés sur 360. D'ici la fin de l'année, nous en aurons 5. Vous savez, c'est un petit peu comme les candidats astronautes qui vont sur la Lune. Il y en a 1800 en fait, pour Apollo 11 qui candidatent, et au final, il n'y aura que 2 personnes qui auront marché sur la Lune. Côté système spatial, il va falloir inventer le système pour le bien-être de ces œufs en fait, durant le vol jusqu'à la Lune. Et ça, c'est le travail de nos collègues techniciens au CNES et au Centre spatial universitaire. Alors pour moi, c'était très facile de terminer cette présentation avec une photo de la Lune. Et c'est l'inverse que je fais. Je vous présente une photo de la Terre parce que le sujet de fond, c'est la préservation aussi de notre environnement. Si nous parvenons à faire ces systèmes sur la Lune, ça servira forcément à l'application sur Terre pour faire des systèmes qui n'impactent pas notre environnement et qui respectent la biodiversité. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Cyril. Venez nous rejoindre. Cyril Prisbilla, qui ne fait pas partie du tout du CNES, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vu l'histoire. Mais d'Ifremer, vous savez, cet institut qui s'intéresse plutôt à nos océans. Et c'est intéressant de voir ces sciences se rencontrer aussi. Et c'est Michel Bizot qui nous a rejoint également du CNES, qui va nous raconter, j'espère Michel, toujours des belles histoires, notamment... Tout à l'heure, on parlera de missions martiennes ensemble. Mais c'est important que vous soyez là parce qu'on aborde un sujet qui est lié à aussi la vie sur la Lune, peut-être la vie sur Mars, l'exobiologie, puisque vous êtes un spécialiste d'exobiologie. C'est intéressant, c'est original des poissons sur la Lune. Ah, c'est très intéressant et c'est vrai que actuellement tous les aspects de production de matière alimentaire sur un corps céleste ou même pendant le voyage est un problème essentiel. Alors le voyage pour la Lune, c'est 3-4 jours, donc, comme vous l'avez dit, donc c'est pas le problème. Par contre, effectivement, une base permanente, c'est extrêmement important. Mais il y a un problème quand même. Il y a un problème. Bah, c'est jamais simple. Et non, c'est jamais simple. Alors, quand les gens sont dans un endroit isolé, oui, et qu'ils ont un environnement extrêmement métallique, parce que quand même, un habitat spatial, c'est très métallique. Alors bon, ça va pour s'amuser dans la caravane, mais quand on y passe 3 mois et qu'on ne peut pas aller faire un tour dans le jardin, c'est quand même difficile. Si on commence à élever des animaux, on va s'y attacher. Et ça sera très difficile de les manger. Mais Michel, on n'a pas dit des petits poissons rouges gentils. Alors justement, ça me lance sur la question. Parce que vous avez dit tout à l'heure, justement, finalement, il va falloir opérer une sélection, exactement comme on a opéré une sélection pour aller sur la Lune. Il y a eu beaucoup de candidats, et puis finalement, il y en a 2 au départ qui ont mis les pieds sur la Lune. Alors là, vous avez plusieurs espèces de poissons qui sont sélectionnés. Est-ce qu'on peut connaître l'heureux élu? Quelle est l'espèce qui va partir sur la Lune? On peut le dire
dire déjà ou pas? Pour l'instant, c'est un peu tôt. On a une grande idée déjà. On a fait en fait 2 scénarios. En fait, on ne sait pas exactement la qualité de l'eau qu'on va trouver sur la Lune. Donc, on a fait un scénario d'eau minéralisée, Ouais. auquel cas ce sont les poissons osmorégulateurs, c'est un terme technique, mais les poissons marins, en gros, qui seront candidats, ou si c'est une eau reconstituée à partir des hydroxyles du régolithe, qui sera plutôt une eau douce. Donc en fait, on n'a pas un, mais des candidats en fonction de la situation. D'accord. On a des candidats qui sont des poissons plats, Ok. des poissons aussi fusiformes, enfin voilà, on a divers candidats. Il y en aura plusieurs, il n'y en aura pas qu'un seul. Enfin, vous avez déjà dû décider un peu. Vous devriez emmener des esturgeons, ça permettrait de faire du caviar lunaire ou un truc Alors, comme ça, non? c'est une des premières réflexions qu'on peut avoir. Malheureusement, ce que je peux vous dire, c'est que l'esturgeon a été éliminé rapidement, puisque son éclosion se passe 48 heures après la fécondation. Ah, mince. Or, on sera sur le chemin et c'est pas un bon candidat. Et ils pourront déguster en vol. Voilà, peut-être. D'accord. Bon, alors très bien. Mais on a des questions, je crois, dans le public quand même, Super. parce que c'est quand même super intriguant. On parlera du choix quand même des espèces. Mais question, Élodie. Oui, Fred, parce qu'on se pose la question du poisson, mais dans le public, on se pose aussi la question de l'eau. Donc là, j'ai un jeune homme. Comment tu t'appelles? Jonathan. Jonathan. Jonathan, tu avais une question sur l'eau? Oui, je voulais savoir combien de litres d'eau serait nécessaire pour alimenter les astronautes et aussi par rapport aux microalgues. Est-ce que ce serait pas possible d'envoyer de la spiruline ou des algues comme ça Bon, pour, on a 2 questions en une, mais Alors, la on a- question de l'eau d'abord, du coup. 3 questions, mais il y a un connaisseur. Hein. Ouais, on a des experts. Un connaisseur. Donc, je vais essayer de répondre dans l'ordre, et puis bien sûr, vous pouvez m'aider aussi à répondre. Hein. Alors l'eau. Alors- L'eau. Bah, d'abord, une petite précision. Vous l'avez dit rapidement Oui. tout à l'heure, mais c'est pas aussi évident que ça. Il y a de l'eau sur la Lune. Alors, il y a de l'eau sur la Lune. Mais sous quelle forme? Alors, il y a plusieurs formes. Il y a soit les formes souterraines qu'on est en train de prospecter. Il va y avoir des sondes qui vont chercher ça. Il y a peut-être aussi de la glace qui a été conservée sur des parties d'ombre de cratères qui n'ont pas fondu parce qu'ils n'ont jamais vu en fait, les rayonnements du Soleil. Il y a enfin la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de reconstituer l'eau avec, c'est un peu technique, mais avec 2 hydroxyles qui est très présent dans le régolithe. On peut faire une eau de synthèse, une eau douce. Donc de l'eau, de toute façon, il n'y aura pas d'aventure humaine s'il n'y a pas d'eau. Je vous rappelle à tous que nous sommes tous des organismes aquatiques qui vivons de façon aérienne. Mais si on prend le niveau d'eau qu'on a dans notre corps et celui d'un poisson, c'est exactement le même. Donc on est vraiment lié à la présence de l'eau. Donc à ce jour, on ne sait pas la qualité de l'eau. La deuxième question, c'était par rapport aux microalgues. Exactement. Par rapport aux microalgues. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie Alors, pas des là, on micro-algues? va un peu plus loin, en fait, un peu plus loin que la présentation, puisque moi, mon travail sur Terre, c'est ça, c'est de faire une boucle fermée aquatique, et les microalgues sont en bonne place pour traiter les eaux qui sortent du système de poissons. Donc les microalgues, c'est le début de la chaîne trophique en mer, et c'est vraiment des organismes de qualité qui apportent énormément de PA, de DHA, et voilà. Donc les algues seront forcément sur la Lune, et même sur le voyage sur Mars, la boucle Melissa en l'occurrence, étudie la cyanobactérie, la spiruline, que tout le monde connaît, hein, on a tous mangé un petit peu de spiruline, et donc il y aura plusieurs, je pense, micro-organismes type algues. Mais justement, ces micro-algues, ça permet de les nourrir aussi, les poissons? Alors oui, c'est ce que nous sommes arrivés à faire à l'Ifremer l'été dernier. Nous sommes arrivés à boucler, c'est-à-dire on a cultivé des algues avec des effluents de poissons, enfin ce qui sort du système poisson, et on a redonné ces algues partiellement à l'alimentation. Donc on est en cercle fermé. On est en potager. C'est-à-dire que, comme notre potager, les feuilles de tomates vont servir à faire le compost qui va nous faire nos pommes de terre pour la saison suivante. D'accord. C'est une vue d'artiste, ce qu'on a vu juste avant, là d'ailleurs, Oui. pas celle-ci. Voilà, celle-ci, c'est intéressant. Ça pourrait être comme ça, en fait, quand nos poissons éclos arrivent sur la Lune. Alors, l'idée, c'est que dans l'image, il fallait donner l'esprit. En fait, l'idée, c'est de faire un tunnel c'est de faire un tunnel de nage autour de la station, qui sera probablement enterré. Hein. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment faire un tunnel comme on voit dans certains grands aquariums dans le monde. D'accord. Alors, on se sert de l'eau qu'on peut exploiter sur la Lune, mais on ne sait pas trop si elle est minéralisée ou pas. Elle est peut-être un peu salée. Pour l'instant, on ne sait pas, mais Michel peut-être pourra donner plus d'infos sur Mars. Je crois que c'est très salé ce qu'on a trouvé. Alors, je ne sais pas. Bon, sur Mars, c'est un autre problème parce qu'il y a beaucoup de perchlorate, Oui. qui sont extra. Alors là, on ne peut pas vivre dedans, hein, c'est clair, on ne peut pas mettre ça dans les poissons. Hein. Le perchlorate, c'est de l'eau de Javel pour simplifier. Hein, donc on ne met pas les poissons dans l'eau de Javel, enfin pas à ce taux-là. Donc sur la Lune, l'eau est quand même un point extrêmement. Il y a de l'eau chimiquement. On peut éventuellement la trouver. On peut envisager d'en extraire un peu. Après, le principal intérêt de l'eau et des grandes quantités d'eau,
c'est non seulement pour manger, mais surtout pour faire le carburant en faisant d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène, et de s'en servir ensuite comme carburant pour aller plus loin. C'est un peu l'objectif d'une Lune station-service pour envoyer des missions ambitieuses et importantes un peu plus loin. Alors l'eau ensuite, elle est très difficilement exploitable parce qu'elle est dans les cratères où il n'y a pas de soleil, où il n'y a jamais de soleil, donc c'est au pôle sud, et c'est à 8 km de profondeur. Et quand il fait noir, il fait froid, moins 200, pas à moins 5, hein, moins 200. Et la glace à moins 200, c'est pire que le béton. Cyril, il est en train de vous péter votre projet, là. Non. C'est parce qu'il y a des difficultés qu'on s'y met. Hein. Ok, non mais c'est bien. On a une question dans le public. Ben justement, par rapport à ces difficultés, j'ai une question de Jean qui aimerait avoir un peu plus de précision. Allez-y, Jean. Donc bonjour, alors moi je me demandais, puisque la gravité de la Lune n'est pas celle de la Terre, est-ce que la gravité lunaire n'aura pas un impact sur les matières comme l'eau ou les roches, voilà, parce que les organismes aussi se sont développés par rapport à la gravité terrestre, donc voilà, et deuxièmement, notamment par rapport aux poissons, si on emmène des animaux, est-ce qu'ils vont supporter la gravité lunaire, comment est-ce qu'un organisme, déjà l'humain a du mal à s'adapter, comment est-ce qu'un organisme animal va s'adapter à la gravité. Alors Cyril, merci beaucoup. La gravité, est-ce qu'elle rentre... Il y a un problème posé par la gravité? Il y a déjà des expérimentations qui sont faites à bord de l'ISS, avec des poissons justement, mais avec d'autres animaux, avec des souris, avec d'autres types d'animaux. L'avantage du poisson, c'est qu'il vit déjà en 3 dimensions, lui. C'est-à-dire que les autres sont en 2 dimensions, donc il n'est pas vraiment surpris de se retrouver à 3 dimensions. Le seul problème, il trouve en fait des solutions, c'est qu'il doit savoir quand même où est le haut et le bas, même s'il est en 3 dimensions. Et généralement, c'est l'éclairage de la plateforme qui lui donne cette indication, et il prend comme repère, l'éclairage humain en fait, de la station. Les essais qui ont été faits, si vous me permettez un petit aparté, sur les poissons dans l'espace, ce qu'on a observé, c'est qu'ils avaient aussi le mal de l'espace, comme les humains en fait. Et le même temps que les humains, c'est-à-dire que quand les astronautes avaient le mal de l'espace qui s'arrêtait, les poissons aussi. Voilà, donc le sujet est similaire et c'est pour ça que le poisson peut être un excellent modèle aussi pour étudier les effets médicaux sur les humains, quoi. Vous aviez une précision à apporter, Michel. Sur la Lune, la gravité, dans tous les cas sur la Lune, est suffisante pour donner cette direction, ce qu'on appelle le vecteur gravitaire, qui permet à l'animal de s'orienter. Là, franchement, même à 1/10 de G, il y arrive parfaitement. Donc, il n'y a pas de problème de s'orienter de ce côté-là. D'accord, très bien. On a une autre question. C'est un sujet qui interpelle et qui éveille la curiosité. J'ai une autre question. Comment tu t'appelles? Eduardo. Eduardo, quelle était ta Bonjour. question? Et vous avez dit qu'il y avait 200 œufs qui allaient être envoyés. Vous attendez combien de ces œufs deviennent dans l'âge adulte? Alors c'est une excellente question, Eduardo. Ça va dépendre du taux d'éclosion. Et c'est ce que nous étudions, c'est ce que je vous ai présenté. Il va y avoir 3 facteurs qui vont s'accumuler. Les vibrations de la fusée, les variations éventuelles de température, mais ça, les gens du CNES me disent, il n'y a pas de problème, on arrivera à faire ce qu'il faut, donc là, je suis confiant. Et puis, il y aura les radiations cosmiques. Pour l'instant, on a travaillé un premier paramètre. Sur le premier paramètre, il n'y a pas de différence. Après une vibration type fusée, il n'y a pas de différence entre des œufs qui sont restés au sol et des œufs qui ont été simulés pour partir. Donc c'est très encourageant. L'intuition que nous avions à l'Ifremer est en train de se concrétiser. C'est un organisme qui vraiment est très robuste et à la fois flexible et robuste. D'accord. Alors, vos œufs sont fécondés avant de partir. Oui. Au bout de 3 jours, ils vont pouvoir éclore. On va avoir des bébés poissons. Oui. Va falloir les faire grossir quand même si on veut nourrir quelques terriens qui deviendront lunaires. Combien de temps il faut pour faire grossir un poisson? Alors, il y aura probablement une période de 6 à 8 mois pour la première génération. Mais on peut envisager d'envoyer régulièrement une génération de façon à en avoir en permanence. C'est-à-dire que vous allez faire un service régulier vers la Lune, on va envoyer des petits cargos vers la Lune pour servir à apporter des œufs régulièrement. Ça sera probablement ce que je vous ai montré pendant la présentation, 250 millilitres, c'est rien, dans lequel on met 200 œufs et qui sont suffisants pour faire la génération suivante. Donc on a juste un petit moment de latence au départ, voilà, au départ. Pour ça. Et pourquoi pas directement les élever sur la Lune? Pourquoi besoin de les féconder sur Terre?
Alors, l'idée du transport, déjà, enfin, le temps de transport, transporter un animal déjà formé, c'est pas transporter un œuf. Un œuf n'a besoin, en définitive, de rien. Il a besoin juste de temps, en fait, pour l'éclosion. Il y a déjà l'alimentation à l'intérieur, il y a déjà tout ce qu'il faut. L'embryogénèse, en fait, se fait tout seul. Ça produit moins d'ammoniac, ça produit moins de phosphore. En fait, c'est le stade idéal. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Ok. Monsieur a une question ici. Elodie. Ah oui. Voilà. Monsieur, allez-y. Comment Bonjour. vous appelez? Raphaël. Raphaël, quelle est votre question? Alors déjà, je trouve que c'est génial ce que vous faites de parler de science dans un espace public. Deuxièmement, ma question c'est, est-ce que les poissons auront besoin d'une atmosphère pour se développer, ou est-ce que l'eau suffira à leur permettre de se Alors, développer Raphaël, c'est une excellente question, parce que sur Terre, effectivement, il y a contact entre l'eau et l'atmosphère. Or, on travaille déjà sur, je vais rappeler, des tunnels de nage. Effectivement, l'eau sera enfermée totalement dans un système. Donc, il n'y aura pas de contact. Et les échanges gazeux, il faudra effectivement les traiter biologiquement, on sait le faire, mais on peut les traiter aussi de façon mécanique. Alors, Michel disait tout à l'heure en coulisses, il faut un aimant pour garder... il me disait ça pour me chambrer, il faut un aimant pour garder l'eau sur la Lune. En fait, ça ne sera pas le cas, puisque ça sera complètement enfermé dans un tube. Imaginons un tube ou autre chose, quoi. Donc, il n'y a pas de contact avec l'atmosphère. D'accord. On a plein de questions. Vous allez devoir rester, Cyril, un petit peu derrière pour répondre aussi. En tout cas, on a devant nous un super bel exemple de collaboration entre des organismes avec des organismes. Oui, qui travaillent certains sur biologique aussi, et des organismes institutionnels qui travaillent certains sur l'espace, donc d'autres sur la mer, pour essayer de répondre à des grandes questions comme ça, essayer de faire avancer les choses. C'est très chouette en tout cas.